OK. Donc ça, c'était juste un exemple, histoire d'en voir une, mais évidemment, on va présenter. Ce qui est intéressant, et je vais expliquer pourquoi et comment ça a été découvert, c'est important, c'est que ces relations lexicales, comme la synonymie, qu'on encode par les fonctions lexicales, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont récurrentes dans les langues. Il y en a un relativement petit nombre, et elles sont très présentes. C'est pour ça que ça vaut le coup de posséder ce système. Parce qu'on a l'impression, si vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas un dictionnaire avec des pages que vous tournez quand vous voulez accéder à un terme dans votre tête, votre connaissance lexicale, mais que c'est une entité relationnelle, donc des unités lexicales interconnectées, la question se pose de savoir c'est quoi ces relations. Okay ? Et donc d'avoir une théorisation des relations, ça aide pour faire quelque chose qui va fonctionner. Donc, on va s'intéresser surtout aux relations qu'on va appeler récurrentes, même c'est celle-là sur laquelle je me focalise, et qu'on va appeler des fonctions lexicales standards. Okay ? Je ne vais pas m'intéresser au cas des fonctions lexicales non standards, et même dans le livre, on en parle très très peu, parce qu'on a des désaccords un peu, pas philosophiques, mais et moi, sur les non standards, sur la façon dont il faut les décrire. On est d'accord sur la notion, mais en fait, on n'écrit pas de la même façon, on fait pas les choses de la même. Mais l'honnêteté, c'est qu'on, lui et moi, on refuse d'écrire des choses auxquelles on ne croit pas. Donc il faut qu'on soit d'accord si on écrit quelque chose. Et donc il y a certains points vis-à-vis des fonctions lexicales où, bon, c'est pas aussi fondamental que ça, et on n'arrivait pas franchement à se mettre d'accord. Donc on a mis ça un peu à l'arrière. Alors que les fonctions lexicales non standards sont très importantes. Par exemple, vous avez une fonction lexicale non standard qui veut dire qui a une durée de 366 jours et qui a un seul argument en français, c'est année. Et l'adjectif que ça retourne, c'est bisextile. C'est une fonction lexicale, et je fais l'hypothèse qu'il y en a une en anglais, oui, ça s'applique à year et ça retourne leap year. Et je suis sûr que dans vos langues que vous parlez, vous devez... Bon, peut-être que c'est un peu plus compliqué parce que originellement c'était un calendrier lunaire, je pense, qu'est-ce qu'on utilisait. Donc on garde le même... Oui, mais il n'y avait pas ce nombre. Mais le concept d'année bissextile vient du calendrier grégorien. Donc je ne sais pas... Compenser un jour qui manque, alors dans notre calendrier, il y a systématiquement chaque mois à seulement 30 jours. Et c'est pourquoi tous les 3 ans, on ajoute un 13e mois. Ah, ok. Ben, c'est comme le salaire annuel où on a un 13e mois. Mais est-ce qu'il y a un adjectif pour qualifier l'année où il y a 13 mois? Un mois supplémentaire, c'est ça? Non, mais on dit une année... Non. Ah, ok. Bon, mais vous voyez, quand on fonctionne sur le calendrier grégorien et tout, on a cette année-là qui aura un jour de plus. Donc, il y a un adjectif particulier. En anglais, c'est leap. En français, c'est bisextile. C'est une fonction lexicale, mais elle ne s'applique qu'à une seule unité lexicale. C'est très marrant, même en français, vous avez 2 synonymes presque exacts, an et année. Mais ça ne se dit pas un an bisextile. C'est phraséologisé, mais complètement. Mais donc, ce genre de relation, c'est vrai, dans le lexique du français, il y a une relation, j'ai mon nœud de mon réseau lexical année, et il pointe vers bisextile. Mais cette relation-là, elle est non standard. Donc, les fonctions lexicales, les vraies, c'est les standards, c'est celles qui vont avoir un certain champ d'application dans le lexique, et c'est elles qu'on va regarder. Okay. Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, ces fonctions lexicales, elles forment un système. Ce n'est pas une, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Elles sont toutes, en un sens, interconnectées. Et il y en a 66. Ça semble beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Dans un lexique moyen, le réseau lexical, vous avez peut-être, pour une quantité moyenne d'unités lexicales, mettons 150 000, 200 000 unités lexicales, vous avez peut-être en tout 1 million, 1,5 million de relations. Mais
1 million de relations, il y en a en gros que 66 de différentes. Donc c'est pas beaucoup, et c'est très puissant si on peut toujours utiliser, quasiment toujours utiliser ces 66 relations. Alors je vous donne un peu d'histoire, parce que je crois qu'il y a peut-être quelques textes où il y a une allusion à ça, mais le processus de découverte des fonctions lexicales est très intéressant. Donc pour moi, ce n'est pas une invention, c'est une découverte. Ça va dans un contexte très très particulier. Donc, je ne pense pas que j'ai mis vraiment des détails, mais bon. Le contexte, c'était les années 50, début des années 60, la recherche en traduction automatique dans le contexte de la guerre froide. Donc, les gros investissements en traitement automatique de la langue, ça a été en traduction automatique, et c'était dans le contexte de la guerre froide, avec les Russes qui avaient des gros projets et beaucoup de financement pour faire de la traduction anglais-russe, évidemment, donc pour récupérer tous ces documents et être capable d'avoir un accès rapide sans avoir des batteries de gens qui allaient parler l'anglais, et pour les Américains, l'inverse, évidemment. Donc il y avait des gros projets de traduction automatique avec les ordinateurs et la programmation de l'époque, donc évidemment. Et beaucoup de gens en linguistique, aussi bien en Amérique du Nord, et en Union soviétique, travaillaient sur des projets de traduction automatique. Et pour beaucoup d'entre eux, c'était en fait en même temps une façon de faire de la recherche en linguistique. Donc ils s'intéressaient peut-être de façon secondaire à l'application directe. Bon, ça intéressait quand même, mais c'était plus les gens côté informatique qui étaient vraiment intéressés. Mais il y avait des linguistes et des très très bons linguistes des deux côtés qui étaient impliqués dans ces projets. Dans la tradition russe, parmi les choses qui étaient très importantes en linguistique formelle naissante de l'époque, complètement à l'inverse de la tradition nord-américaine où on ignorait plutôt le lexique et la phraséologie, on ne savait pas vraiment en syntaxe formelle. C'était pas trop poussé, même si évidemment les gens connaissaient. En Union soviétique, la phraséologie c'était gros, c'était un truc important, et le lexique, le travail même lexicographique et tout, en linguistique était fondamental. Et donc, un des problèmes qu'il y avait en traduction automatique, c'était qu'en gros, les systèmes fonctionnaient sur une traduction lexicale littérale. Donc vous, éventuellement, faisiez une analyse syntaxique de la phrase avec les unités lexicales et les relations syntaxiques. Vous traduisiez les unités lexicales et vous faisiez, dans une phase qu'on appelait de transfert, tourner des grammaires de la langue cible en organisant ces unités lexicales qui étaient des traductions dans une structure syntaxique. Sauf que le principal problème, c'était justement la phraséologie. Puisque un phrasème, que ce soit une locution, mais une collocation, c'est encore pire parce qu'elles sont vraiment partout, si vous le traduisez littéralement, même en mettant la bonne structure syntaxique, vous pouvez arriver avec des phrases absurdes. Alors, évidemment, ce n'est pas trop grave. Par exemple, si... je ne sais pas, on dit... En français, on peut dire une grosse pluie. Si je traduis littéralement en anglais et je dis big rain, tout le monde va comprendre. D'ailleurs, en anglais de Singapour, c'est même presque une norme, big rain. Et en mandarin, on dit littéralement aussi big rain. Donc ça va se comprendre. Mais imaginez que vous êtes en train de traduire des manuels de fonctionnement de centrales hydroélectriques. Puis vous avez une collocation qui est utilisée pour qu'est-ce qu'on va faire là avec ce bouton rouge. Eh bien, si vous traduisez littéralement la collocation, peut-être vous allez faire le geste inverse qu'il faut faire et votre centrale hydroélectrique, elle va sauter. Bon, ça peut être très sensible, ou des manuels d'aviation, des choses comme ça. Donc il faut faire très attention à ça. Et donc c'était un problème de régler, mais comment il faut traduire. Ces linguistes savaient très bien que c'était de la phraséologie, c'était des expressions idiomatiques. Ça avait été théorisé en linguistique, même en linguistique française, c'était très connu et tout. Mais sauf
c'est comment ça fonctionne. Ok ? Et donc là, ils se sont mis à réfléchir et ils se sont dit, en fait, il y a des constantes. Par exemple, ça a démarré avec l'intensification. Dès que j'ai un élément de ma phrase qui est un intensificateur, c'est même pas la peine de réfléchir. Il ne faut pas traduire mot à mot. C'est problématique. Parce qu'on sait que l'intensification, dans toutes les langues, elle a tendance à être phraséologique. Alors ils ont dit, c'est un peu comme moi en tant que locuteur, j'ai une unité lexicale, je veux lui appliquer l'intensification, et la combinatoire de l'unité lexicale va me dire c'est quoi l'ensemble des intensificateurs. Et donc c'est un peu comme une fonction. On a une fonction f, et ben on aura une fonction d'intensification. Et donc comment on va traduire ? On va repérer qu'on a une unité lexicale qui est un intensifieur. On va traduire la base de la colocation. Et pour traduire l'intensifieur, on va aller voir dans nos dictionnaires de la langue cible, dans l'entrée de la base, quels sont les bons intensificateurs. Donc on traduit pas le colocatif, on traduit la base de la colocation, et il nous faut une ressource lexicale où les colocatifs, qui sont donc la combinatoire, sont identifiés, et le tout c'est d'analyser qu'on a une colocation d'un certain type, et donc on ne va pas traduire le colocatif. On va appliquer à la traduction de la base la fonction lexicale de colocation, et on va récupérer la bonne valeur. Le principe est, ça y est, la notion de fonction, et ils se sont dit, parce que dans la tradition soviétique, en linguistique, on faisait beaucoup de mathématiques. Donc, et à un niveau assez élevé, ils se disent, c'est comme des fonctions mathématiques. Et donc, c'est comme ça, ah oui, mais c'est comme ça aussi pour ça, et pour ça, et pour ça, et donc il y a un ensemble, et ça marche dans toutes les langues, etc., etc. Et le travail a été d'identifier les différentes fonctions lexicales. Et ça a commencé avec le repérage de l'intensification, mais ils ont dit finalement, la synonymie, c'est la même chose. J'applique une fonction qui veut dire même sens, paraphrase. Et ça me sort toutes les paraphrases. Donc c'est ça, les fonctions lexicales. C'est simple en un sens, cette chose-là. Okay ? Donc, il y a eu l'identification du caractère universel. C'est très important. Ça veut dire, si on est un peu polyglotte et si on étudie des langues très différentes, etc., ben, on s'aperçoit que ce truc bizarre qui se passe, ben oui, c'est l'intensification, parce que dans toutes les langues du monde, c'est un universel linguistique, ce sens d'intensification très intense, beaucoup, pour X raisons, c'est comme ça. Toutes les langues du monde ont tendance à le phraséologiser. Et donc, on a cherché ces fonctions lexicales standards qui sont universelles et qui vont nous permettre de décrire toutes les langues. En disant, bah là, j'ai un nom qui décrit un type de phénomène, sémantiquement, ça peut s'intensifier. Moi, en tant que lexicologue, n'importe quoi, je me pose la bonne question. C'est quoi les intensificateurs de ça ? Ok ? Parce que, potentiellement, c'est phraséologique. Et il ne faut pas être trop logique, justement. Par exemple, souvent, on va dire, ah ben oui, mais il y a des lexiques qui n'auront pas d'intensificateur. Par exemple, mort, l'adjectif mort, t'es mort ou t'es pas mort. Donc, il ne peut pas y avoir de magne d'intensificateur de mort. Pourquoi ? C'est faux, d'ailleurs. On dit raide mort en français. C'est un intensificateur. Quand il est entré, le gars était raide mort. Stiff dead en anglais, ou dead as a doornail. Il y a plein d'intensificateurs de mort. Donc on peut être très mort, mais très marche pas justement. Et j'aime bien aussi enceinte. On est enceinte ou on n'est pas enceinte ? Mais non. En français, on dit difficilement elle était très enceinte, mais en anglais ça marche. She was very pregnant. Si une femme entre comme ça avec un énorme ventre, vous dites she's very pregnant. En français, elle était très enceinte ? Non. Mais enceinte jusqu'aux yeux. Elle était enceinte jusqu'aux yeux, ça veut dire qu'elle était très enceinte. Et donc, il ne faut pas être logique de trop. Il faut regarder, est-ce que la langue nous dit que ça peut être intensifié ? Ben, en théorie, why not ? Okay ?
Donc ça, c'est vraiment très important. Parce que c'est ça qui est beau dans la langue aussi. C'est que c'est elle qui nous dit... Bon, j'arrive. Elle nous dit, bon, moi je fais ce que je veux en fait. Je te réécris le monde comme je veux. Et puis, si tu veux parler ma langue, ben, tu vas présenter le monde comme ça. Et c'est pourquoi les grands écrivains, etc., ils utilisent les règles de la langue, mais en même temps, ils imposent leur vision du monde. Et donc, quand ils ont un style, quand ils sont bons, ils arrivent à le faire d'une façon subtile. Et en fait, ils ne font pas nécessairement des transgressions des règles de la langue, mais ils arrivent à faire dire à la langue quelque chose qu'elle ne veut pas dire, de façon très discrète. Ça, c'est la beauté absolue. Mais donc, elle nous donne les ordres, elle nous dit comment faire, et donc on n'est pas vraiment libre en un sens. Elle nous impose quelque chose. Mais elle est tellement flexible, il y a tellement de possibilités qu'ils offrent à nous qu'on se sent bien de l'utiliser. Elle nous permet de structurer nos pensées pour communiquer, évidemment. Oui, madame. Je voulais juste ajouter puisqu'on parle des intensificateurs, la beauté d'une langue. Je trouve très amusant cette traduction de to have a bad cold. To have a bad cold? To have a bad cold. En français, on dirait plutôt j'ai un bon rhume. Un gros rhume. Ah, ça se dit aussi, oh, j'ai attrapé un mauvais rhume. Ça se dit aussi. Oui, mais il y a des trucs même marrants avec... j'aime bien la colocation québécoise, une grippe d'homme. Et ça existe un peu en américain aussi, mais une grippe d'homme, en fait, c'est une grippe qu'on présente comme étant sérieuse, mais qui finalement n'est pas aussi sérieuse que ça. Les hommes ayant la réputation ayant la réputation d'endurer les souffrances moins bien que les femmes. Et donc, c'est marrant ce genre de colocation. Et c'est presque une grippe d'homme, c'est pratiquement un désintensificateur de grippe. Désintensificateur, mais avec une charge sémantique supérieure. Mais dès qu'on prend quelque chose qui peut contrôler des colocations, il y a beaucoup, on creuse un peu, et aussi dans le langage métaphorique et tout, on trouve des trucs tellement chouettes. Okay ? Et d'ailleurs, une remarque que je trouve importante, c'est que si vous connaissez des textes, des bons textes là-dessus, mais j'entends jamais parler de ça, les gens n'en parlent pas beaucoup, mais moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est l'inégalité des individus vis-à-vis de la phraséologie. Il y a par exemple des gens qui parlent de façon très phraséologique, qui utilisent vraiment beaucoup de colocations, des fois métaphoriques, mais donc comme ça, en parlant. Et ça n'a rien à voir avec le niveau d'éducation, ça n'a rien à voir avec la classe sociale ou n'importe quoi. Des gens comme ça, et il y en a d'autres, pratiquement pas. Et donc, par exemple, quand on veut apprendre une langue, il y a des gens avec qui discuter qui sont particulièrement intéressants parce que c'est plein de colocations et tout, et ça part dans tous les sens, et il y en a des métaphoriques et tout. Il y a d'autres gens, ils parlent, c'est plate, et je ne sais pas, ça ne s'apprend pas à l'école, ça se prend dans le milieu familial et social, etc. Et je pense qu'une des choses que doivent faire les enseignants de langue, c'est stimuler l'utilisation de la phraséologie. Parce que quand on ne l'utilise pas naturellement comme ça, on se retrouve souvent dans des situations où on veut avoir l'air de parler la vraie langue, et on sait vaguement qu'il y a une colocation, mais on utilise la mauvaise colocation. Parce qu'on se trompe, on fait ce que... J'ai fait un petit texte une fois là-dessus, ce que j'appelle des greffes colocationnelles. On a une base, on n'a pas le colocatif, où on est fatigué, on n'arrive pas, et on prend le colocatif d'une autre base, sémantiquement liée, mais ça ne marche pas du tout. Et ça, on le fait souvent, où on entend les gens hésiter, ils commencent à dire un truc, puis ils bloquent, parce qu'en fait, ils cherchent à appliquer la fonction lexicale, mais ils n'arrivent pas à avoir l'image de l'application de la fonction. Donc c'est très important, ça aide à parler, ça rend le discours aussi... il y a quelque chose, ça change le discours. Et donc c'est très important de stimuler, pas en faisant apprendre nécessairement des listes, mais par exemple, en n'hésitant surtout pas à parler phraséologiquement. On s'en fout si les gens ne comprennent pas. Vous avez peut-être remarqué, quand je vous parle, souvent j'utilise des locutions ou des colocations, etc. Mais au moment où j'ai dit, je me dis peut-être qu'ils ne la connaissent pas, mais ce n'est pas grave. Parce que
c'est ça dont on a besoin. Moi, quand on me parle anglais, j'ai besoin qu'on me parle un anglais idiomatique et j'aimais fréquenter parmi mes collègues, par exemple, à Singapour et tout, parce qu'il y avait de tout, des Australiens, des Indiens, des Américains, tout, ceux qui parlaient vraiment de façon idiomatique, parce que c'était le fun. Donc c'est un truc à développer. C'est très important parce que c'est inégal. Et les gens qui ont peu de phraséologie active ou même véritable dans la tête, c'est presque plus grave qu'un manque de vocabulaire. C'est la combinatoire, c'est ce qui fait parler. Donc c'est vraiment un truc sur lequel il faut insister. Et c'est pas la locution, c'est pas travailler que sur des locutions, c'est les collocations beaucoup, okay, qui sont importantes. Alors, pour les fonctions lexicales, en même temps qu'ils sont arrivés avec cette idée-là, ils voulaient faire des notions. Donc, ils voyaient le concept, maintenant, ils voulaient donner un nom. Et donc, pour chaque fonction lexicale identifiée, il a fallu trouver un nom. Et donc, il y a eu un principe de nommage qui était, bon, déjà, de prendre des noms courts. 3, 4 caractères, mais pas longs comme ça. Donc, par exemple, intensificateur, ou même en anglais intensifier, c'est un peu long. Et puis l'autre idée, c'était, mais dans quelle langue on va formuler ça? Parce que c'est un truc universel. Donc si on le formule en russe, à la base du russe, ça n'encourage pas l'utilisation de ce machin-là. Donc ils ont fait comme on fait toujours quand on a ça, c'est qu'on prend une langue qui est la langue de personne, et donc ils se sont basés sur le latin, en se disant, bon, de toute façon, même dans les civilisations qui sont très loin du latin, on peut connaître un peu la culture latine et les termes latins même pourraient éventuellement être empruntés pour certains termes scientifiques. Donc ils ont pris le latin. Alors du latin, des termes latins qui existent vraiment, ou du latin de cuisine, comme on dit, c'est un antivers de latin. C'est une fonction lexicale antivers du latin pas tel qu'il doit être. Donc on dit de cuisine. Du latin de cuisine, c'est du faux latin. Donc avec un terme qui n'existe pas. Oh, un antibon de parler une langue, et ça marche surtout avec l'anglais, parler anglais comme une vache espagnole. Donc c'est mal parler anglais. Et c'est... Bon, en tout cas, ces collocations, c'est tellement... donc ils ont pris donc, syn pour synonymous, et en abrégeant en syn, magne, l'intensificateur pour magnus, important, grand, etc. Donc magnus, c'est pour ça que moi je dis magne. Non, parce qu'on a découvert ces termes dans votre livre et bon, on a essayé de le prononcer à la française. En disant magne? Non, il vaut mieux le prononcer à la latine. Donc, comme dans Gladiator, Magnus, Maximus, Magnus, etc. Donc, c'est pas Maximus, c'est Magnus, comme un nom d'empereur. Donc, c'est ça, plutôt des termes latins qui existent ou qui n'existent pas, du faux latin, et raccourcis, en essayant de rester en gros à maximum 3-4 caractères. Et donc, pour chaque fonction lexicale identifiée, la caractériser au niveau de ses propriétés et lui donner un nom. Et c'est emballé. Ben, c'est pas emballé. Après, il y a tout le problème d'interaction entre les différentes fonctions lexicales, etc. Donc, il y a deux grandes familles de fonctions lexicales, mais ça, justement, c'est un truc qui est souvent pas bien compris. Il y a ce qu'on appellera les fonctions lexicales paradigmatiques en référence à la terminologie saussurienne d'axe paradigmatique, axe syntagmatique. Donc vous savez, chez Saussure, il y avait ce truc où on disait les signes sont organisés sur un axe paradigmatique, c'est l'axe de la substitution et de la paraphrase. La chose étant en pile sur l'axe, étant la synonymie, puisque ça, c'est la paraphrase synonyme. Et puis l'axe syntagmatique, c'est l'axe de la combinaison dans la phrase. Donc, il y a des fonctions lexicales qui vous retournent, en gros, quelque chose qui est comme une paraphrase. Soit une vraie paraphrase, soit en relation de paraphrase, une unité lexicale. Donc, si vous prenez la relation entre pluie et pleuvoir,
La pluie s'est arrêtée, il a arrêté de pleuvoir. Pluie et pleuvoir, ça a le même sens. On ne peut pas dire que c'est des synonymes, parce que ça n'a pas la même partie du discours. Mais c'est comme des synonymes de parties du discours différentes. Ça, c'est donc une relation paradigmatique, c'est une relation de sens forte entre l'argument de la fonction et les valeurs. Et elles ont une relation de sens forte qui, d'une façon ou d'une autre, pourra être amenée à la synonymie, la paraphrase. Et ça, on va donc appeler ça des fonctions lexicales paradigmatiques. Donc, il y en a une trentaine, en gros, la moitié du système, c'est des fonctions comme celle-là. Et puis, une relation comme la relation entre pluie et gros, grosse pluie, ce n'est pas une relation de paraphrase, ou liée à la paraphrase, ce n'est pas une intersection de sens entre gros et pluie, ce n'est pas une relation de sens forte, c'est une relation de combinaison. C'est-à-dire que pluie contrôle l'usage comme co-occurrent de gros pour exprimer l'intensification. Le verbe « la pluie tombe », il y a une relation syntagmatique entre pluie et tombe. Si je veux dire « la pluie est », a lieu, le verbe que j'utilise en français, c'est « tombe ». Si je veux dire « le vent a, est ou a lieu », j'utilise « souffle ». Le vent souffle, la pluie tombe, ou la pluie crépite, si je veux dire elle tombe en faisant du bruit, etc., etc. Donc ça, c'est des relations syntagmatiques. On ne s'intéresse pas à une... On ne dit pas qu'il y a une forte relation sémantique, une intersection sémantique entre tomber et pluie. C'est une relation de co-occurrence. Pluie sélectionne tomber comme co-occurrent. Et donc ce sera ce qu'on appellera des fonctions lexicales syntagmatiques. Bon, maintenant je prends goût à ça, c'est pas possible. Ça va? Donc il y a ces deux familles. Ces deux familles, elles sont clairement établies au niveau conceptuel. Mais ça, plus on maîtrise et on connaît le système des fonctions lexicales, plus on comprend que elles ne sont pas séparées de façon étanche. Elles sont complètement interconnectées. Alors, je vous donne un exemple. On a une relation, justement, on a une relation entre pluie et pleuvoir. En fait, cette relation, vous verrez, elle s'appelle V0, la fonction lexicale. Verbum, pleu. Oui, avec un U, c'est mieux. Hein. Okay. C'est pas pour me justifier, mais je pense que c'est parce que j'ai été traumatisé à l'école primaire. J'ai eu un enseignement pourri à l'école primaire et j'étais gaucher. Et on nous faisait écrire à la plume avec des encriers. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Et donc, cette idée d'écrire un truc pour un autre mot, je pense que c'est lié à ça. Mais quand même, je suis suffisamment vieux pour avoir eu le temps de corriger, donc je n'ai pas d'excuse, mais c'est une explication. Donc ça s'appellera V0. Et puis on vient de voir que pluie, c'est aussi connecté à tomber. Et ça, c'est une relation syntagmatique, évidemment. Et la fonction lexicale, on l'appellera funct 0. Comme fonctionner, fonctionner, et aucune implication désactante. C'est ce que veut dire le 0. En fait, qu'est-ce que c'est que tomber? C'est un verbe vide, qui veut dire juste la pluie, ça pleut, ok? Et ça prend pluie comme sujet. Et voilà. Mais moi, en tant que locuteur, j'ai dans mon réseau sémantique ce sémantème qui veut dire goutte d'eau qui tombe du ciel sur la terre, etc. Eh bien, je peux dire, je veux faire une phrase, je ne vais pas dire, je veux une phrase avec un verbe, donc gouvernée par un verbe.
ben, je peux remplacer pluie par pleuvoir. Je peux appliquer V0 et j'ai le verbe pleuvoir. Ou je peux faire une paraphrase en disant la pluie tombe. Il pleut et la pluie tombe, c'est des paraphrases. Pourtant, ici, j'ai utilisé une fonction lexicale syntagmatique, mais elle me sert au même travail de production linguistique que le fait d'avoir appliqué V0. Donc, même les syntagmatiques, elles se connectent à la paraphrase et aux relations paradigmatiques, les vraies fonctions lexicales. Donc, il n'y a pas un cloisonnement strict. D'ailleurs, quand on a finalisé le bouquin avec Malchouk, il y a quelques fonctions lexicales dont on a changé la classification. Parce qu'elles semblaient, par exemple, plutôt syntagmatiques, mais en fait, au niveau du fonctionnement, elles sont paradigmatiques. Mais du point de vue du locuteur, ça sert aux mêmes choses. Autre exemple, je peux dire, aujourd'hui, il y a une pluie diluvienne. Donc j'ai appliqué magne à pluie, j'ai obtenu le collocatif diluvien, et une pluie diluvienne, c'est une très grosse pluie. Mais je peux dire, aujourd'hui il y a eu, et je prends un synonyme plus riche de pluie qui est un déluge. Déluge, c'est plus riche que pluie, ben, dans le sens métaphorique, c'est pas le déluge biblique. Mais c'est la même chose de dire, oh, il y a eu un déluge aujourd'hui, ou il y a eu une pluie diluvienne. Donc dans un cas, j'applique un synonyme plus riche, dans l'autre cas, je cherche un intensificateur et je combine pluie avec l'intensificateur. Donc ces deux classes au niveau fonctionnel, ça me donne un co-occurrent ou ça me donne un substitut. Mais en fait, tout ça relève de la même chose, du choix lexical pour exprimer un sens particulier. OK ? Et je vais vous donner encore un exemple qui est encore plus choquant. Oh, je cherche une éponge. OK. Regardez un peu ça. Amour. Et amour, c'est sémantiquement amour de X pour Y. Je cherche une unité lexicale en lien paradigmatique avec amour, donc c'est paradigmatique, qui dénote, qui est adjectival et qui veut dire amour, tel que, donc X tel qu'il éprouve de l'amour. Donc je cherche cet adjectif-là, et c'est quoi ? Amoureux. Donc amoureux est en relation paradigmatique avec amour, aucun doute, et c'est une fonction lexicale paradigmatique qu'on appelle A pour adjectivum et 1 pour l'adjectif qui dénote le premier actant. Donc en fait là je suis dans la deuxième partie de ces 2 heures en même temps, je vous enseigne des fonctions lexicales. Sauf qu'on peut dire amoureux ou on peut utiliser un syntagme avec une préposition collocationnelle, collocative de amour en québécois et on peut dire en amour. Et en, c'est un collocatif de amour en français québécois. Malheureusement, en français de France, maintenant ça commence un peu à en rentrer, mais c'est le fun de pouvoir dire il est en amour. Mais dire il est en amour ou il est amoureux, c'est la même chose. Dans les deux cas, c'est la fonction lexicale A1, paradigmatique. Mais ici, elle nous retourne une unité lexicale liée sur l'axe paradigmatique. Ici, ça nous retourne une collocation. Ça nous retourne un syntagme en amour avec une préposition collocationnelle de amour qui fait la même job que amoureux. Bon, avec amour, vous me direz, ouais, c'est du québécois. Ouais, mais c'est du québécois. Et alors ? Mais il y a en français de France, il y en a des tonnes comme ça. Admiration, admiratif, en admiration. Et donc, quand j'applique A1 à amour, je retourne un ensemble. Un élément de l'ensemble, c'est amoureux ou admiration. J'applique A1. Je retourne admiratif. OK ?
mais je retourne aussi un syntagme, pas une locution, mais c'est un syntagme qui est une colocation en amour. OK ? Et donc, on voit que paradigmatique, syntagmatique vis-à-vis des liens lexicaux, si on prend la perspective du locuteur, parce que la fonction lexicale, c'est la perspective du locuteur. C'est qui applique une fonction lexicale? C'est le locuteur, ce n'est pas le destinataire. Donc ça n'existe pas du point de vue du destinataire. C'est un outil pour parler et pour choisir ses unités lexicales. Parce que c'est ça la langue. Elle est organisée, le lexique est organisé pour qu'on accède aux unités lexicales à partir d'une autre. Et donc vous voyez cette distinction paradigmatique, syntagmatique. Il faut l'apprendre. C'est pas de l'apprendre avec des pincettes, mais pas l'apprendre de façon manichéenne. Ça ne veut pas dire c'est blanc ou noir. Ça nous retourne un collocatif ou ça nous retourne un substitut. Ça nous retourne un collocatif, c'est syntagmatique. Ça nous retourne un substitut, c'est paradigmatique. C'est pourquoi ça, en fait, ça ne nous retourne pas un collocatif, ça nous retourne un syntagme en amour. D'ailleurs, au début, Meltchouk ne faisait pas les choses comme ça. Dans le DEC, le dictionnaire explicatif et combinatoire, ils auraient écrit donc A1, amoureux, et ils auraient écrit en amour. Comme si la cible, c'était la préposition en. Mais en ne veut pas dire A1. Ce qui veut dire A1, c'est le syntagme en amour. Et donc, si vous regardez dans le bouquin, dans tous nos exemples qu'on donne, quand on a des cas comme ça, on ne met pas les crochets. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'erreurs dans le réseau lexical qu'on corrige à chaque fois qu'on peut. C'est qu'au début, on encodait comme ça. Et du coup, si vous regardez le réseau lexical, vous voyez amour et il pointe vers en. Mais c'est absurde. Il n'y a pas aucun lien. Alors, quand on a un cas comme ça, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un nœud du réseau lexical qui est une collocation. Nos nœuds du réseau lexical, c'est des unités lexicales, mais ça peut être des collocations. Pourquoi on va dire que c'est un nœud? C'est parce que cette collocation, c'est l'image d'une fonction lexicale. Donc, ce n'est pas une unité lexicale, mais elle existe comme un nœud du réseau lexical. Et du coup, dans le réseau lexical, on voit amour qui pointe vers en amour. La collocation, pas l'unité lexicale. Et ça a du sens. C'est beau quand même, cette interconnexion entre les deux. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui n'est absolument pas compris quand on lit des textes d'introduction sur les fonctions lexicales, parce que c'est présenté comme il y a deux familles de fonctions lexicales, les paradigmatiques, les syntagmatiques, les paradigmatiques font ça, les syntagmatiques font ça. Mais en fait, on comprend vraiment quand on voit qu'il y a deux familles au niveau de ce que ça retourne, mais en fait, elles répondent aux mêmes besoins. On a une unité lexicale, on veut exprimer quelque chose auprès de l'unité lexicale, et on retourne un truc. Si le truc, c'est ce qu'on appellera un dérivé sémantique, elle est paradigmatique, sinon, elle est syntagmatique. Mais ça sert à la même chose. Prendre une douche, se doucher. J'ai douche dans ma tête, en tant que locuteur, et je dis, je vais prendre ma douche. En fait, j'utilise prendre parce que je voulais un verbe. Okay? Prendre rajoute rien à douche. Et j'aurais pu dire se doucher. Prendre une douche, j'applique la fonction lexicale opérin, elle s'appelle. Se doucher, j'applique la fonction lexicale qui, elle, est paradigmatique, V0. Mais c'est pour la même raison que j'ai ces deux choses. La langue, elle est comme ça. Et c'est pour ça qu'on arrive à parler aussi vite, aussi bien. C'est parce que c'est une machine à faire de la paraphrase. Alors, quand on parle, normalement, on ne paraphrase pas. Mais quand je suis sur le point de parler, moi, en tant que locuteur, je suis arrivé là, j'ai 20 chemins qui s'ouvrent à moi. Et donc, je vais bien pouvoir en prendre un, même si je suis fatigué, etc., etc. Et si je m'embarque là, je me suis embarqué là, mais il y aura encore 18 chemins après, et donc je vais pouvoir finalement improviser une phrase comme ça. Donc là, la langue est une machine à faire de la paraphrase. Ce n'est jamais une histoire de trouver le mot juste, mais les mots justes, toujours. Okay ? Pareil pour les structures syntaxiques. Vous avez plein de structures syntaxiques pour dire grosso modo les mêmes choses. Sinon, pourquoi la langue aurait inventé l'actif et le passif, la voix, ou la voix moyenne? C'est de la paraphrase, mais justement, selon l'orientation communicative qu'on a, on va mettre le verbe au passif ou à l'actif, etc. Ça va?
La collègue me regarde avec un air un peu de begging for mercy. Il reste 8 minutes. Il reste seulement 8 minutes. Donc, non, 8 minutes, j'ai dit qu'on finirait, on finira, et dans 8... Oh mince, 7 minutes 30. Donc, définition de la notion de fonction. Là, quelques définitions que vous avez sur vos polycopiés. Il y a de l'amour qui se balade dans ma définition. C'est pas acceptable. Donc, une fonction lexicale f, par exemple, magne. C'est une relation lexicale analogue à une fonction mathématique. Donc, elle va fonctionner comme une fonction mathématique. Elle exprime un sens qu'on appelle sigma f. À quoi ça sert de dire ça? Ça sert à dire que les fonctions lexicales standards, c'est des sens particuliers. Donc il faut retenir cette idée qu'une fonction lexicale, c'est l'expression d'un sens, et c'est des sens pas comme les autres. Okay? Le sens de être capable de, c'est un sens pas comme les autres, il a tendance à être phraséologisé et lexicalisé en langue, et il y en a, comme je vous dis, 66 comme ça. Donc, elle exprime un sens sigma f, donc, qui est particulier, donc par exemple intense trait pour magne. Elle prend comme argument une unité lexicale, et l'application de la fonction, on l'écrit comme ça, f de L. Et donc, par exemple, magne de soulagement. Donc, j'ai soulagement, je veux rajouter le sens intense, j'applique magne et j'obtiens la valeur. L'application f de L retourne comme valeur un ensemble d'unités. Toujours plusieurs possibilités. Si vous parlez, par exemple, si français, donc c'est une langue étrangère ou seconde pour vous, bah, si vous appliquez magne à soulagement, probablement vous retournerez moins de valeur que moi je pourrais retourner, étant ma langue maternelle. Mais peut-être même vous êtes meilleur que moi et vous en retournerez plus. Et donc c'est un ensemble d'entités lexicales, et donc pas nécessairement d'unités lexicales, parce que vous voyez par exemple en amour, c'est une entité lexicale, c'est une collocation, c'est pas vraiment une unité lexicale, qui sont quasi synonymes et qui expriment sigma de f en fonction de L. Une fonction. Magne de soulagement, un grand, un profond soulagement, un immense soulagement, il y en a sûrement d'autres. Ok? C'est ça une fonction lexicale. Alors vous avez la liste, dans le bouquin, vous pouvez, sans étudier le bouquin si vous ne voulez pas l'étudier, mais donc vous l'avez en version PDF, donc vous avez deux tableaux, un tableau alphabétique, si vous entendez parler d'une fonction lexicale, vous allez au début au tableau alphabétique pour la trouver. Quand vous cliquez sur le numéro de fonction lexicale, comme c'est de l'hyperlien, ça vous amène aux exemples et aux descriptifs de la fonction lexicale. Sinon, vous avez à la fin du chapitre de présentation de la notion, la liste des fonctions lexicales paradigmatiques, chapitre 4, et syntagmatiques, chapitre 5. L'ordre qu'on a ici, ce n'est pas un ordre alphabétique, c'est un ordre logique. On commence par la fonction lexicale qui est la plus proche de la synonymie, c'est syn, et on s'éloigne. Plus on va là, plus on est loin de la synonymie. Et en fait, en un sens, ici c'est un peu différent, mais c'est un peu aussi au niveau de la productivité des fonctions lexicales. Alors celles qui sont encadrées, c'est celles qui sont très productives. Donc c'est inutile de perdre son temps quand on veut acquérir la notion de fonction lexicale à travailler sur équipe, cap, etc., qui sont peu productives. D'abord travailler sur celles qui sont encadrées ici, qui sont très présentes dans la langue, et on trouvera plein d'exemples, ils seront plus faciles à comprendre, etc. Et il me reste normalement 5 minutes, bon 4 minutes. Pour ça, je dois ouvrir l'autre diaporama. En fait, on a vu beaucoup d'exemples de fonctions lexicales déjà, on en verra d'autres en se focalisant sur les fonctions lexicales syntagmatiques. Donc, une fonction lexicale paradigmatique, je vous ai dit qu'entre L, l'argument de f, et la valeur, il y avait une grosse relation de sens. En fait, prototypiquement, cette relation de sens, c'est ce qu'on appellera une dérivation sémantique. Donc, un dérivé sémantique de l'unité lexicale L, c'est une unité lexicale L', dont le sens L' inclut L. Amoureux inclut amour. OK ?
camionneur inclut camion. Okay. C'est tel que la différence sémantique entre L' et L se retrouve dans un très grand nombre de paires. Donc pour qu'on appelle ça un dérivé sémantique, il faut que ce soit une différence de sens récurrente. La différence de sens qui est celui qui utilise L, c'est très récurrent. Un camionneur, un enseignant pour enseigner, je ne sais pas, un bourreau pour exécuter, etc. Donc cette différence de sens est récurrente. Donc c'est régulier, ce type de lien. Et en plus, la langue, comme c'est régulier, et quand quelque chose est régulier, ça veut dire régulier, ça ne veut pas dire systématique, la langue, en général, elle fait démarrer la morphologie. Elle développe des outils morphologiques si le truc est régulier, parce que c'est tellement plus facile avec la morphologie qu'avec la lexicalisation. Donc la langue a des moyens spécifiques d'exprimer sigma, normalement des moyens morphologiques. Donc vous voyez, amour, amoureux, on a ce suffixe E qui est utilisable beaucoup pour dériver un adjectif qui veut dire qui est le premier actant de. Donc, on va dire qu'on a une dérivation sémantique, mais véritable, parce que des fois, ce n'est pas des vrais dérivés sémantiques que nous retournent les fonctions lexicales paradigmatiques. Mais elles nous retournent un dérivé sémantique, c'est-à-dire une unité lexicale qui se définit à partir de l'argument, et tel que l'écart de sens est régulier. Ça veut dire qu'on a beaucoup cet écart de sens. Et comme c'est régulier, on le sait parce que les langues développent des moyens morphologiques. Même pour la synonymie, les langues ont tendance des fois à avoir des suffixes qui permettent de produire des synonymes. Comme con, connard, j'aime bien. C'est quoi la différence de sémantique entre con et connard? C'est pratiquement le même sens. Ce suffixe un peu bizarre, très peu productif, il existe quand même. Et puis, par exemple, la troncation, c'est un moyen morphologique. Appartement, appart. Ordinateur, ordi. Et c'est juste pour faire de la synonymie. Ordi est un dérivé sémantique de ordinateur. Okay. La dérivation sémantique, c'est que c'est le même sens. Okay. Donc l'ajout de sens est zéro. Et bien, la relation ajout de sens zéro, elle est très régulière dans les langues, ça s'appelle la synonymie. Alors, il faut revenir sur la dérivation morphologique. Bien sûr, quand on dit dérivation, en général, on pense morphologique. Mais une dérivation sémantique n'a pas besoin d'être morphologique. Une dérivation morphologique, c'est une dérivation sémantique qui est implantée au moyen d'un moyen morphologique. Troncation, réduplication, affixation, etc. Donc, quand vous dites c'est un dérivé, en général, vous voulez dire c'est un dérivé morphologique, mais parce que c'est un dérivé sémantique. Sinon, vous ne diriez pas qu'il y a une dérivation morphologique s'il n'y a pas de lien sémantique. Okay. Donc, la dérivation morphologique véritable... Hein? J'ai dit OK, on m'a demandé de dire OK. J'appuie là. Et j'appuie... Exit. Donc, vous voyez, on me dit dérivation sémantique, parce que par exemple, vous avez amour, aimé, ok. Donc amour, aimé, on voit qu'ils sont en relation morphologique. Mais évidemment, c'est des dérivés sémantiques. Mais aimer, on peut donc dire il a son dérivé amour. Haine a son dérivé haïr. Mais ou haïr a son dérivé haine, si on passe dans l'autre sens. Mais par exemple, si on prend haïr, haine, on voit une relation morphologique. Mais si on prend tomber, et c'est quoi le nom qui veut dire tomber? Chute. C'est un dérivé sémantique, mais ce n'est pas un dérivé morphologique. C'est la même fonction lexicale. Là? Ah, pas pour il est tombé par terre, ça tombé m'a étonné. Non, ça n'existe pas. Ah, mais c'est pas le même verbe tomber. Je pensais au verbe tomber, il est tombé par terre. Ou même le téléphone est tombé, je ne peux pas dire la tombée du téléphone. Donc la tombée, c'est une nominalisation de tomber, qui est le verbe météorologique. La nuit tombe, ok. Ou la tombée, dans un autre sens de tomber aussi, le jugement tombe, la tombée du jugement. Mais là, vous avez parfaitement raison.
Mais moi, je pensais à tomber l'autre, donc qui a lui à chute. On ne dit pas la chute du jugement, on dit la tombée, effectivement. Donc c'est un dérivé morphologique, ce dérivé sémantique. Mais tomber, chute, c'est la même chose. Du point de vue du locuteur, il fait la même opération. Sauf, et c'est ça l'idée. Comme c'est récurrent, ces liens paradigmatiques, c'est normal, les langues développent des outils morphologiques. Donc on voit que c'est un ajout de sens ou un ajout d'absence de sens, la synonymie, un changement de partie du discours, etc., qui est très régulier. Et on a la preuve parce qu'on a des implémentations morphologiques de ça. Donc par exemple, le magne, il peut être implémenté morphologiquement par la réduplication, qui est quand même un mécanisme, un moyen morphologique. Donc je dis, il était méchant, méchant. C'est morphologique, cette réduplication. Bon, vous avez des tas de diminutifs qui peuvent être soit affectueux, mais qui peuvent aussi être des diminutifs qui veulent dire petit. Donc, en gros, les principaux dérivés sémantiques qui existent, qui sont des fonctions lexicales, vous pouvez trouver dans les langues, de façon plus ou moins productive ou présente, des affixes, des opérations morphologiques, etc., qui permettent de l'implémenter. Et c'est normal. Tout ce qui est courant et tout ce qui a un besoin de communication courant, les langues tendent à le morphologiser. Par exemple, on a besoin d'un opérin collocatif, donc une relation syntagmatique versus opère 2. Donc, un truc du genre, il pose son attention sur, et X pose son attention sur Y, et Y reçoit l'attention de X. Vous voyez, c'est un des verbes vides qui permutent les actants. Donc d'avoir opère 1, opère 2, c'est super important. Ben, la langue, elle vous donne le passif. OK ? Voilà, donc tout est connecté, et cette idée qu'il y a un lien avec ce qui existe morphologiquement, c'est normal, ça participe à la définition des fonctions lexicales. Je propose qu'on arrête là, parce qu'en fait, on a déjà vu, on aurait pu en voir d'autres et tout, mais on en verra d'autres en regardant les fonctions lexicales syntagmatiques. On devra parler de fonctions lexicales paradigmatiques. Est-ce que, avant qu'on aille s'esbaudir dans la nature, vous avez des questions auxquelles je promets de répondre rapidement? Non? Tout est bon? Bon, c'était un peu dur aujourd'hui, parce que la prédicativité, c'est du lourd, comme on dit en France, et puis les fonctions lexicales, c'est du lourd. Okay? Mais bon, on va exploiter ces choses-là, et on a vu le plus dur, en fait. Okay? De rien, et à demain alors.